Pourquoi est-ce qu'un acteur français de renom, qu'il se nomme Vincent Cassel, Jean Reno, Marion Cotillard, Gad Elmaleh, Guillaume Canet, Audrey Tautou, Léa Seydoux, touche pour un film français au marché limité à nos frontières des cachets allant de 500 000 à 2 millions d'euros, alors que dès qu'il tourne dans un film américain, dont le marché est pourtant mondial, il se contente de 50 000 à 200 000 euros? Pourquoi par exemple Vincent Cassel tourne-t-il dans Black Swan, 226 millions d'euros de recettes monde, pour 226 000 euros, et dans Mesrine, 22,6 millions d'euros de recettes monde, pour 1,5 million d'euros? 10 fois moins de recettes, 5 fois plus de salaire, telle est l'économie du cinéma français. Pierre-Jean Bengozi, bonjour. Bonjour. Professeur à l'École Polytechnique, directeur de recherche au CNRS, auteur d'un rapport pour la Commission européenne, avec Elisa Salvador et Jean-Paul Simon, consacré justement aux transformations numériques, au cas des industries créatives et du cinéma en particulier. Voilà pour faire les présentations. Cette tribune de Vincent Maraval, on en a eu un nouvel exemple récemment. Oui, puisque effectivement, Nathaniel Karmis, le responsable de MK2 Distribution, a publié récemment dans la presse une tribune dénonçant alors non pas la production, les mécanismes de production comme Maraval, mais plutôt les mécanismes de fonctionnement des salles d'arrêt d'essai et des attributions de subventions sur les salles d'arrêt d'essai, avec au fond le même type de critique ou de constat, à savoir celui d'une économie du cinéma français sur-subventionnée, ou en tout cas très largement dépendant des mécanismes d'aide publique de tous ordres, créant à la fois des distorsions et des effets pervers, si je reprends ces termes, par rapport au fonctionnement du marché. Alors, ce qui est intéressant de ce point de vue-là, c'est que dans les deux cas, l'accent qui est mis sur les mécanismes d'aide et d'économie occulte finalement ce qui est aujourd'hui une part principale de la transformation du cinéma en France et dans le monde, à savoir le fait qu'aujourd'hui le cinéma se passe aussi sur Internet, sur les réseaux, et qu'on ne peut pas penser l'économie du cinéma sans penser la manière dont le cinéma investit la technologie, les infrastructures, la recherche et développement, et donc appuie des formes de transformation qui ne sont plus simplement liées au mode de fonctionnement du cinéma traditionnel, mais des modes de transformation qui permettent de voir des films sur différents types de supports, à différents endroits, sur différents moyens, et donc avec un nouveau rôle pour les producteurs et pour les différents acteurs de la chaîne de valeur. Dans ce rapport, vous proposez de tirer les leçons du passé et vous nous évoquez « Three Trumps in the game ». Voilà, donc Trumps, on pourrait le traduire par transformation radicale, je ne sais pas comment... Oui, ou dynamique, ou disruption. Effectivement, il ne faut pas oublier que le cinéma, c'est une industrie centenaire. Elle est née au même moment que l'aéronautique, que l'aviation et que l'automobile. C'est une industrie qui a structuré autant le XXe siècle que l'automobile ou que l'avion. Mais il n'avait pas forcément beaucoup bougé depuis ses débuts, si ce n'est avec l'arrivée de la télévision, qui avait été la première vague de transformation lourde, permettant la dématérialisation du film. On ne le voit plus dans les salles de cinéma, on le voit sur des écrans. Et finalement, Internet a été un peu la suite de cette première transformation majeure. Et les trois dynamiques importantes qu'on souligne, c'est une industrie technologique. Donc la nature des technologies qui vont permettre de faire des films, la vidéo, l'informatique, la numérisation, est omniprésente. Et on le voit sur tous les films, en matière d'effets spéciaux, en matière de tournage, en matière de montage. Deuxième dynamique importante, c'est que c'est un écosystème. C'est-à-dire qu'on ne peut pas penser le cinéma simplement comme une chaîne où on fait des films et ensuite on les met à distribuer, ensuite on les exploite dans les salles, mais que faire des films aujourd'hui, c'est de la post-production, c'est des mécanismes assez sophistiqués de financement, c'est différents types de partenariats pour les machines, etc. Et puis le troisième pilier de ces transformations lourdes, c'est la manière de voir des films qui changent. Le succès de Netflix ces derniers mois, succès au moins médiatique, si ce n'est économique, montre que aujourd'hui le film, c'est plus simplement
même si c'est toujours en partie le cas, aller voir un film dans une salle, mais c'est aussi le voir sur son mobile, dans les transports, à la maison, au moment qu'on veut, par petits bouts, etc. Et donc ces transformations-là, transformation de la demande et du rapport des spectateurs aux films et aux vidéos qu'ils voient, est également un facteur essentiel d'évolution de l'industrie. Bien sûr, dans votre rapport, vous évoquez les nouvelles relations dans un écosystème étendu. On pense cet été à un film qui a fait la une aux États-Unis, qui est Straight Outta Compton, le film sur le groupe de hip-hop de Dr. Dre, qui a été racheté, enfin, dont l'entreprise a été rachetée par Apple. Ça a fait la une parce que ça a battu Mission Impossible. Au fond, c'est ça, le nouvel écosystème étendu, c'est il faut penser des articulations et des partenariats qu'on n'aurait pas imaginés avant. Ben, je pense qu'il faut penser la production de films pas simplement comme étant monolithique, avec un seul modèle de production. Alors on le savait déjà, hein, on savait qu'il y avait des films à petit budget, des films à gros budget, des grosses machines, blockbusters américaines et des petites, mais ce qui était jusque-là occasionnel, à savoir un film qui a un succès inattendu, même s'il a été produit sur des petits budgets, devient aujourd'hui plus structurant. C'est-à-dire qu'on a toujours, bien entendu, des blockbusters, on a toujours des films qui concentrent des centaines de millions de dollars en matière de financement, mais par contre, les modes de diffusion à travers les communautés, les réseaux sociaux, permettent à des projets moins attendus d'émerger, de construire leur notoriété, pas forcément d'avoir une rentabilité énorme, mais en tout cas de remodeler différemment les structures de consommation et la nature des succès. Alors, je ne l'ai pas évoqué, mais vous êtes membre du Collège de l'autorité de régulation de la concurrence dans les télécoms, donc l'ARCEP. C'est quand on est du côté de la puissance publique, ces transformations-là, on peut les accompagner, on peut apporter... voilà, ça pose des questions nouvelles. Alors, la régulation des tuyaux, la régulation des contenus et la régulation de la concurrence, c'est trois autorités, ou en tout cas trois instances différentes. Je veux dire l'ARCEP, le CSA et l'autorité de la concurrence. Chacun a son précaré, mais en même temps, on voit bien, avec tout le débat récent sur la net neutralité, que la question de savoir dans quelle mesure les tuyaux, les infrastructures, voire les plateformes, sont neutres par rapport au contenu qui circule est une question essentielle. Bien sûr. Dans la Poste, on savait que le secret des correspondances est une valeur éminente et centrale. Jusqu'à présent, les tuyaux faisaient circuler de manière anonyme les contenus qui circulaient. On voit bien aujourd'hui que la tentation de favoriser certains contenus par rapport à d'autres, de permettre qu'ils circulent plus rapidement, de éventuellement les regarder pour des raisons de protection, de sécurité, sont des préoccupations qui sont grandissantes, pas seulement en France, dans différents pays. Et donc les interrogations que peuvent avoir aujourd'hui légitimement un régulateur des tuyaux, des infrastructures, c'est de se dire jusqu'où aller dans la prise en compte de la nature des contenus. Nous, en tout cas, au niveau de l'ARCEP, c'est une question qu'on regarde avec énormément d'attention. Bien. En tout cas, des transformations absolument radicales sur lesquelles il convient de continuer à s'interroger. J'aurais grand plaisir à vous recevoir à plusieurs reprises pour évoquer ces transformations. Pierre-Jean Bengozi, merci de votre venue. Merci.